Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire la présentation de la première étape du Giro d'Italia, du Tour d'Italie. Ça sent bon le soleil, ça sent bon les grands tours, ça sent bon l'huile d'olive et la pizza. Eros Ramazzotti également. Oui, le Giro, c'est quand même toujours une ambiance particulière, avec une organisation toujours un petit peu aléatoire, notamment là encore sur ce Giro. On ne sait pas s'il y aura le dernier contre-la-montre, notamment. Il y a des doutes sur ce dernier contre-la-montre avec la neige, mais c'est toujours une course incroyable avec une ambiance particulière. Moi, j'aime bien moi le Giro. Ça fait partie des courses que j'apprécie dans le calendrier, vraiment parce qu'il y a une ambiance particulière sur le bord des routes notamment. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner vos favoris pour ce contre-la-montre. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment du débrief de cette étape, mais également des autres présentations d'étapes qui, je rappelle, cette année seront en ligne à partir de 7h du matin, comme ça quand vous allez au travail, quand vous vous réveillez, bam, vous pouvez savoir tout de suite ce qui va se passer sur cette étape. Et puis quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Encore mieux si vous mettez toutes les notifications, ça je l'ai déjà dit. Si vous avez les moyens si vous avez les moyens, vous pouvez faire un Super 5 et vous voulez soutenir la chaîne, EPS 2.0 sur les plateformes de podcast et TikTok. Je rappelle le débrief rapide de l'étape juste après l'arrivée. Contre-la-montre du côté de cette première étape, moi j'aime bien quand il y a un contre-la-montre le premier jour, ça permet de faire une revue d'effectifs un petit peu des coureurs en présence. Contre-la-montre qui va permettre de faire des écarts entre les spécialistes et les coureurs moins aguerris dans l'exercice, avec quand même 20 km de contre-la-montre. Il faudra faire attention, le final est pas simple avec une petite bosse et en plus il est quand même technique avec pas mal d'enchaînements de virages. La bosse n'est pas forcément la plus dure, mais il y a quand même quelques courbes. Sur la première partie de course, par contre, ça sera extrêmement rectiligne, quasiment pas de virage. Il y aura juste des petits tunnels sur le parcours qui devraient bien embêter la rail au niveau du faisceau télé. Du côté, c'est plus la rail en plus qui gère le faisceau télé maintenant. Avant c'était la rail, c'est pour ça qu'on perdait tout le temps le faisceau télé, mais ça risque d'être un petit peu embêtant pour la réalisation de ce Giro. Dénivelé positif qui est de 171 mètres. C'est la 20e étape la plus difficile en termes de dénivelé positif, mais il faut quand même dire que c'est l'une des plus courtes également au programme de ce Giro, donc ça veut dire que c'est pas si facile que ça au niveau du dénivelé positif. C'est pas le contre-la-montre le plus facile en termes de dénivelé positif de ce Giro, et puis surtout ce dénivelé positif il se concentre vraiment sur les 5 derniers kilomètres de course quasiment. Donc pour cette étape, il va falloir emmener du braquet, du gros braquet. Ça va donc favoriser un petit peu les coureurs qui ont des grosses cuisses. La première étape de ce Tour d'Italie 2023, vous voyez, c'est entre Foggia, j'ai été voir sur internet comment ça se prononçait. Donc Foggia, Marina et Ortona Costa dei Trabocchi. 20 km de contre-la-montre. Le long de la mer, on est vraiment toute la journée le long de la mer quasiment. Début, donc vous voyez c'est très plat, on va longer la mer, faire attention. Il y aura pas mal de tunnels qui sont marqués comme éclairés. 6 tunnels éclairés sur le parcours de ce contre-la-montre, ça a été indiqué par RCS, par les organisateurs sur le site du Giro sur le Garibaldi. Le départ, donc vous voyez, premier point intermédiaire au kilomètre 9.5. Donc là, on est sur une situation où ça sera tout plat. Et puis ensuite, on a un deuxième point intermédiaire au kilomètre 16.5. Là encore, à Porto di Ortona. Donc vraiment, on n'aura vraiment pas pris de difficulté jusqu'à ce moment-là. Et puis ensuite, la montée vers Ortona, 2 km 8 à 2,4% de moyenne, côte de 4e catégorie. C'est-à-dire qu'entre le point intermédiaire au kilomètre 16.5 et l'arrivée au kilomètre 20, on va prendre le chrono pour savoir qui aura fait le parcours le plus rapidement possible entre ces deux points kilométriques là. Et celui qui aura fait le temps le plus rapide aura le maillot de meilleur grimpeur. Ça peut peut-être donner des idées à certains baroudeurs d'essayer de faire un parcours le plus rapidement possible
entre le kilomètre 16,5 et le kilomètre 20 et peut-être de délaisser la première partie de course. Mais il faut faire attention parce que les délais ce ne sont pas si énormes que ça sur un contre-la-montre. Et surtout, comme le temps du vainqueur va être assez court, 20 km, ça va se faire en 22-23 minutes peut-être de course. C'est-à-dire que 20% de 22-23 minutes, ça donne 4 minutes, un truc comme ça. Donc c'est pas énorme les délais. Sur un contre-la-montre, ça donne 4 minutes 30, donc faut pas trop se laisser aller sur la première partie de course, sinon tu te retrouves hors délai, ça serait quand même complètement bête. On voit cette montée du côté d'Ortona. Donc vous voyez, on monte à 69 mètres d'altitude, une montée qui dure 2,8 km. Le premier kilomètre est le plus compliqué, avec un passage à 5,3%, un autre passage à 4,9%, et puis ensuite ça devient beaucoup plus rectiligne. On pourrait même dire que ça ressemble beaucoup plus à un faux plat montant. Il faudra faire attention sur la fin de parcours du côté d'Ortona. Vous voyez la carte, c'est la carte vraiment des organisateurs du Giro, parce que contrairement au Tour de France, les organisateurs du Giro font des très belles cartes des zones d'arrivée. Donc comme vous pouvez le voir, vraiment on longe la mer, donc on est le long du port, le port d'Ortona, et à partir de ce moment-là, on va avoir pas mal de virages, c'est-à-dire entre 2,8 km de l'arrivée et 1,2 km, on va enchaîner énormément d'épingles, 1, 2, 3, 4, un pif-paf et 2 autres virages, donc c'est-à-dire pas mal d'endroits un petit peu techniques. Avec un vélo de contre-la-montre, ça peut être un petit peu compliqué à gérer, donc il faudra faire attention sur ces épingles, parce que c'est là où on peut gagner un petit peu de temps quand même dans ces endroits-là, si on prend un peu plus de risques que ses adversaires. Et puis il faut toujours faire attention, on est en Italie, parfois les routes sont un petit peu grasses, c'est-à-dire que l'adhérence n'est pas exceptionnelle, et il faudrait éviter de faire une Damiano Caruso sur le dernier Tour de Sicile qui s'est pété la gueule dans une épingle en voulant prendre l'épingle un peu trop vite, donc il faudra faire vraiment attention. Et vous voyez qu'à partir de 1,2 km, il reste juste une dernière courbe, et ensuite ça devient beaucoup plus facile sur ce contre-la-montre du côté d'Ortona. Vous savez tout sur le parcours de cette étape. Et bien on va regarder un petit peu l'histoire autour de cette étape sur le Giro. Comme chaque présentation de Gros Tour, on va revenir sur l'histoire du Giro. Et aujourd'hui, on va revenir sur le Giro 2019 avec l'étape numéro 7. En début d'étape, on reprenait le parcours du contre-la-montre de 2023 dans le même sens entre Foggia, Chiesa, Marina et Ortona. Et cette dernière ville était même le lieu du premier sprint intermédiaire du parcours. La suite de l'étape quittait les côtes adriatiques pour s'enfoncer dans les terres, et on a un final musclé avec le Svolté de Popoli et une arrivée en bosse à l'Aquila. On voit que les 20 derniers kilomètres sont très vallonné. À ce moment-là de la course, c'est Valerio Conti du AE qui est en tête du général avec 1 minute 41 d'avance sur son dauphin. Il porte le maillot rose pour la première fois et on a un début de journée très animé avec beaucoup d'attaques. Le profil de l'étape se prête très bien à une échappée victorieuse avec une fin de journée certes difficile mais qui ne devrait pas être suffisamment compliquée pour que les leaders puissent faire des écarts. Maïka, Campenard ou encore Viviani tentent de sortir. Après 40 km de course, nous n'avons toujours pas d'échappée. Et ça permet à Kerman de remporter le sprint intermédiaire. Et il a désormais quasiment 30 points d'avance sur Gaviria pour le maillot cyclamen. Le rythme endiablé de cette étape se poursuit et elle fait des victimes avec notamment Gaviria qui a des problèmes de genoux, des douleurs de genoux et Lorenz de plus, un homme clé dans le dispositif autour de Primož Roglič. Après 80 km de course, la moyenne est de plus de 50 km/h. C'est assez exceptionnel. Et la première échappée sérieuse va se dessiner au même moment. On retrouve un gros groupe à l'avant. Nous avons Davide Formolo de la Bora qui a lancé l'échappée. Bilbao d'Astana, Cataneo d'Androni Giocattoli, Antonio Predero et José Joaquim Rojas de la Movistar, André Zez d'Astana, Galopin pour AG2R la mondiale, Jay McCarthy pour la Bora-Hansgrohe, Ruben Plaza pour Israel Cycling Team, Academy, Thomas de Rennes pour l'Auto Soudal, Lucas Hamilton pour Michelton Scott et enfin Sébastien Henao du côté de la Ineos. C'est une échappée de costaud. Et Roras fait partie des coureurs dangereux pour le général avec seulement 2 minutes 12 de retard. Derrière, la poursuite s'engage avec l'équipe UAE et la Bahreïn. L'avance va monter jusqu'à 2 minutes 15 à 25 km de l'arrivée. À ce moment-là,
La Trek décide de participer à la poursuite et l'avance de l'échappée diminue de 30 secondes. Mais à 10 km de l'arrivée, l'échappée est encore plus d'une minute d'avance. Le final technique n'aide pas le peloton à s'organiser. À 7,5 km de l'arrivée, l'avance passe à 1 minute 20 alors qu'ils ne sont plus que 5 dans l'échappée. On retrouve à l'avant Lucas Hamilton, Cataneo, Formolo, Galopin et Bilbao. En fait, c'est une élimination par l'arrière dans ce groupe. Il n'y a pas eu vraiment d'attaque, c'est plutôt des accélérations successives qui ont fait craquer les coureurs les plus faibles de ce groupe. Roras, lui, s'accroche et au prix d'un gros effort, il revient dans le groupe à 4 km de l'arrivée. Il a toujours dans l'objectif d'aller chercher le maillot rose. L'entente n'est plus très bonne à l'avant, on s'attaque énormément, mais heureusement l'avance est toujours supérieure à la minute. Par contre pour le maillot rose de Roras, ça va être compliqué. À 1 km 500 de l'arrivée, pendant un moment de temporisation, après plusieurs attaques, notamment une attaque de Tony Galopin, Bilbao décide de s'en aller à son tour. Et il prend très vite 15 secondes d'avance. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a très bien joué. Il a attaqué en dernière position en situation de survitesse par rapport à ses adversaires. Derrière, on se regarde, mais rien n'est fait car dans le dernier kilomètre, on est en montée, on est vraiment en prise, en faux plat montant, 3 à 4% et l'Espagnol commence à buter. Derrière, Formolo emmène dans l'ordre Galopin, Cataneo, Hamilton. Mais le coureur d'Astana résiste et il s'impose. Tony Galopin échoue pour quelques mètres à la deuxième place devant Formolo. José Joaquim Roras lui termine à 30 secondes et ce n'est pas suffisant pour prendre le maillot rose à Valerio Conti. On passe désormais au cycliste du jour. Alors le cycliste du jour, c'est un petit peu différent de ce qu'on faisait auparavant. On l'a fait notamment sur le Tour de France. C'est de s'intéresser, on va dire, un petit peu à une personnalité de la région. Et là, j'ai décidé de me concentrer sur les cyclistes du côté de l'Italie, soit sur la ville d'arrivée, soit sur la ville de départ ou sur une ville sur le parcours de cette étape. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à Alessandro Fantini, né à Foggia Chesia en 1931, donc la ville de départ de cette étape. Alors c'est un coureur dans les années 1950-1960, Alessandro Fantini, qui est passé dans des équipes italiennes assez importantes, notamment Atala Pirelli ou la Gazzola. C'est un coureur qui a quand même un beau petit palmarès, vainqueur de 7 étapes sur le Tour d'Italie en 59, 57, 56, 55, 2 étapes sur le Tour de France en 56 et en 55, Minalo, Vignola en 1960. Et puis 3 étapes sur le Tour d'Allemagne en 61 en 60. À l'époque, le Tour d'Allemagne était une course assez intéressante dans le calendrier. 4e du Tour de Lombardie 59. 2e du Giro del Piemonte en 1958. Il est également 6e du Giro 56 où il porte 10 jours le maillot rose. Et c'est sur le Tour d'Allemagne en 1961 que sa carrière va s'arrêter de manière assez tragique. Lors de la 6e étape, il va tomber lors d'un sprint. À l'époque, il n'y avait pas de casque pour les coureurs. Quasiment aucun coureur ne portait le casque. Ça va lui faire un trauma crânien. Alors, le trauma crânien va être la cause de sa mort, mais pas totalement, car en fait, on aurait pu opérer ce trauma crânien, mais en fait, il a pris tellement d'amphétamine avant le départ de cette étape qu'on ne peut pas l'opérer tellement il a d'amphétamine dans le sang, on ne peut pas l'opérer à temps et il va mourir. C'est un petit peu une mort donc liée au dopage. Il faut savoir que dans les années 60-70, même avant, l'un des produits dopants les plus utilisés, c'était les amphétamines. Beaucoup de coureurs prenaient les amphétamines dans les années 30, 40, 50, 60. Ça va un peu s'arrêter au moment de la mort de Tom Simpson en 1967 sur l'étape du Mont Ventoux. Du côté de la météo, eh bien, nous avons un soleil, vent d'est de 15 km/h, donc qui sur la première partie de course sera plutôt de côté, mais qui ne devrait pas vraiment gêner les coureurs, même les petits gabarits. Il faut quand même faire attention, on est le long de la mer, des fois le vent peut être un peu plus fort, mais on ne va pas avoir des rafales à 70 km/h non plus. Et le vent
qui pourra être légèrement de dos dans certaines épingles sur la montée vers Ortona dans la fin de journée. Du côté de la stratégie, eh bien, il faut partir fort, mais il faut en garder dans le final parce que c'est dans la montée d'Ortona que les écarts peuvent se faire. Les écarts, ils ne se font pas quand on va vite. Les écarts, ils se font plus facilement quand on va lentement. Vous savez, c'est le fameux principe en natation du catenage. Là où il faut être le plus fort sur une épreuve de catenage, c'est sur la brasse parce que c'est là où on va le plus vite. Donc, c'est là où on va passer le plus de temps sur le vélo. Donc, là, dans la piscine plutôt. Mais c'est là où on va gagner le plus de temps. C'est pour ça qu'en catenage, souvent les mecs qui font du catenage en natation, ils sont pas mauvais en brasse parce qu'il faut être très fort en brasse, c'est la nage la plus lente, c'est là où on peut faire les gros écarts. Un mauvais chrono sur ce contre-la-montre, ça serait déjà au-delà d'une minute 15. Ça ferait déjà beaucoup de temps. Et puis au-dessus de 2 minutes, la course devient légèrement différente, c'est-à-dire qu'il faut reprendre du temps, mais sur des étapes en première semaine, il y a peut-être la possibilité, notamment l'étape 3, je crois, ou l'étape 4 de tête. Du côté des favoris, eh bien, je mets Remco Evenepoel parce que la première partie de course très rectiligne, je pense, va plutôt pas mal l'aider. Filippo Ganna, je ne mets pas archi favori Filippo Ganna parce que je pense que le parcours n'est pas assez technique. Ganna, il a une force, c'est de prendre beaucoup de risques sur ses trajectoires et souvent ça passe. Je vous rappelle toujours le contre-la-montre du Giro à Turin où il avait pris énormément de risques dans les trajectoires. Ce jour-là, c'était pas le plus fort, mais il avait été tellement doué sur ses trajectoires qu'il avait gagné la course. Là, j'ai peur que, à part en fin d'étape, où il peut peut-être prendre un peu plus de risques que Remco Evenepoel dans les épingles, ça ne suffise pas. Et puis en plus, les derniers kilomètres avec la petite bosse, ça va peut-être favoriser Evenepoel par rapport à Ganna. Je mets Stefan Kung, il ne faut pas négliger le Suisse, qui pourrait avoir envie de prendre le maillot rose. Et puis en grosse cote, je mets Jay Vine. Certes, il a été blessé, mais ça reste quand même un super coureur de contre-la-montre. Et il ne faudrait pas négliger Jay Vine pour le général de ce Giro, parce que c'est un coureur qui peut être dangereux. Du côté du programme télé, eh bien, je rappelle que cette année, la course est disponible sur JCN et Eurosport 1. Ça sera à partir de 13h50, mais il y aura une prise d'antenne un peu avant, je crois à partir de 13h20, 13h30 pour les rois de la pédale sur Eurosport. Et dernier départ, je n'ai pas regardé, mais c'est aux alentours de 17h. Les arrivées du Giro pour cette étape. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc nous, on se retrouve ce soir à 21h pour faire le débrief de cette étape du Tour d'Italie. On se retrouve demain à 7h pour faire la présentation de l'étape numéro 2. N'hésitez pas à vous abonner, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. On se retrouve également sur TikTok dès l'arrivée de la course pour faire un débrief rapide. N'hésitez pas également à vous abonner sur TikTok pour être au courant quand le contenu arrive, pour que ça soit disponible tout de suite. Et puis, on se retrouve nous pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!